Rodrigue est la plus petite île des Mascareilles. Perdue au milieu de l'océan Indien à 600 km à l'est de Maurice, elle a gardé, grâce à son éloignement, toute son authenticité. Lorsque l'on découvre l'île, rapidement un charme singulier se dégage. Un sentiment de douceur dû à un art de vivre typiquement rodriguais. On a l'impression que l'île est à l'abri du temps et des excès de la civilisation occidentale pour l'éternité. Et pourtant, comme partout sur la planète, Rodrigue est confronté au dilemme du développement. Mais ici, la population a pris conscience que son bonheur réside dans l'authenticité de sa culture. Fermement décidés à la conserver intacte, les Rodriguais la considèrent comme étant un joyau de l'océan Indien. Mais le challenge est de taille. Pour comprendre l'enjeu auquel est confronté Rodrigue, il faut remonter à l'histoire de sa culture, de sa musique et de son identité. Un journaliste historien, Mémoire vive de l'île, raconte l'histoire de la colonisation et du chemin qu'il aura fallu parcourir pour qu'une certaine prise de conscience collective se fasse. Rodrigue doit son nom au navigateur portugais Don Diego Rodrigues, qui est passé dans l'océan Indien entre le 4 et le 9 février 1528. Diego Rodrigues lui-même n'est jamais débarqué à Rodrigue. Il est simplement passé, il a vu l'île et il a donné son nom à l'île. Et depuis sa découverte, l'île est restée négligée parce que l'île se trouve dans une région du sud-ouest de l'océan Indien qui est fréquemment visitée par les cyclones. La première tentative de colonisation de Rodrigue fut effectuée après la révocation de l'édit de Nantes et il a fallu à cette époque que plus de 300 000 Français quittent la France pour aller chercher refuge dans d'autres pays. Il y avait un certain amiral Henri Duquesne qui avait décidé d'organiser une expédition afin de venir coloniser l'île d'Éden, aujourd'hui connue comme île de la Réunion. Et Henri Duquesne avait un groupe d'amis. Leur mission, c'était venir dans l'océan Indien, prendre possession de l'île d'Éden et de s'y établir. L'expédition eut lieu et fut dirigée par un certain François Legat de la Fougère. Mais malheureusement, quand il accostait à l'île de la Réunion, l'île d'Éden, l'île était déjà occupée par les Français et ils décidèrent donc de se diriger vers Rodrigue. C'est ainsi qu'ils arrivaient à Rodrigue le 30 avril 1691 et y restèrent pendant 2 années. Une deuxième tentative de colonisation fut faite en 1725, quand le Conseil supérieur de Bourbon décida de prendre l'île Rodrigue et d'en faire une bagne afin d'y affecter tous les récalcitrants de l'île Bourbon. L'île allait gagner une certaine importance avec la nomination en 1735 de François-Marie de la Bourdonnais, qui devenait premier gouverneur de l'île Maurice. Or, à cette époque, il y avait une grande pénurie de chair fraîche en France, à Bourbon et à l'île de France. Or, à Rodrigue, il y avait une très grande abondance de tortues, de terre et de mer. Et en 1736, un an après son arrivée, la Bourdonnais envoya dans l'île un policier, un certain Auriol, accompagné d'un groupe de topazes, qui étaient donc des esclaves musulmans, pour effectuer le ramassage de tortues afin de l'expédier sur l'île de France et éventuellement à Bourbon et en France. Et durant cette époque, plus de 400 000 tortues furent enlevées de Rodrigue. Rodrigue devient île anglaise à partir du 9 août 1804. Et avec la signature du traité de Paris en 1814, Rodrigue devient partie intégrante de Maurice. Oh, l'île est gardée comme ça jusqu'à le début du XXe siècle, la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Et c'est là que le Rodriguais commence à se rendre compte d'une certaine appartenance à l'île et il cherche à
s'exprimer parce que à partir de 1886, il y a eu des élections à Maurice. Les Mauriciens ont voté pour la première fois en 1886, mais pas les Rodriguais. C'est ainsi que la population rodriguaise a l'occasion de voter pour la première fois de son histoire lors des élections du 7 août 1967. Mais à cette époque, le Rodriguais ne comprend pas, ne maîtrise pas c'est quoi la politique. Or, des gens viennent de Maurice pour dire que, vous savez, si vous votez pour l'indépendance, et vous savez, il n'y aura plus de la pension de vieillesse, ne sera plus payée, le bateau ne viendra pas, il n'apportera pas du riz, du sucre, donc vous allez mourir de faim. C'est ainsi que la population rodriguaise alla aux urnes pour la première fois en 1967 et vota à 98,6% contre l'indépendance de Maurice. Donc il y a eu, justement, dans la fin des années 70, le revivalisme culturel de Rodrigue et une revalorisation de toutes les formes de culture, principalement les musiques, la gastronomie et tout. Il y a une prise de conscience qui se fait, il y a une certaine fierté, il y a un certain sens d'appartenance qui émerge. Donc le Rodriguais se sent propriétaire de son pays et commence à s'organiser pour protéger son pays parce qu'à ce moment, il sent que c'est lui qui a la responsabilité d'œuvrer pour l'avancement de son pays. Il y a une grande partie qui a continué, qui a persévéré jusqu'à l'avènement de l'autonomie de Rodrigue, un certain 2 octobre 2002. Si l'autonomie de Rodrigue aura permis à la population de garder son identité quasiment intacte, paradoxalement, le manque de communication avec Maurice, longtemps entretenu, aura été à la fois un handicap économique, une protection contre les influences extérieures. Ce passé de Rodrigue a été préservé à cause de la communication. Il n'y avait pas tellement de communication entre Maurice et Rodrigue. Le bateau venait une fois par an et l'avion, on a eu l'avion qu'en 1972, et puis l'avion venait une fois par semaine, et puis 2 fois par semaine, on arrivait comme ça. Et puis le développement est arrivé, et puis la population a dit que, écoutez, nous avons trop souffert. Donc il y a eu cette résistance du Rodriguais à la vie et à préserver et à vivre avec ce qu'il a autour de lui. Et nous sommes en train de dire le Rodrigue de demain, l'île Rodrigue de demain, sera-t-elle l'île Rodrigue d'aujourd'hui? Alors c'est ça justement. C'est ça qu'il faudra faire bien attention, que cette île Rodrigue d'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas la perdre demain. Qu'on puisse continuer à cultiver cette vie rodriguaise. C'est pourquoi nous appuyons beaucoup sur la culture rodriguaise, toute notre culture. La culture rodriguaise est issue d'un mélange de populations venues d'Europe et d'Afrique. Je m'interroge sur la période d'esclavage. Quelles ont été les conséquences? Il y a depuis l'année 2005 un monument aux esclaves et on a réaménagé un cimetière d'esclaves parce que c'est là qu'étaient enterrés les esclaves. Rodrigue, personnellement pour moi, Rodrigue n'a jamais connu l'esclavage parce qu'il n'y a jamais eu la traite négrière comme ça a été fait dans le monde entier, n'a jamais touché Rodrigue directement parce que à Rodrigue, l'esclave, je dis mais l'esclave entre guillemets parce que je considère quelqu'un esclave de par son statut comme il est écrit dans le Code noir. Parce qu'il n'y a pas de lieu de sévice comme on en trouve à Maurice surtout ou à La Réunion où il y a des histoires d'esclaves marrons et puis un esclave marron ici il irait où? Rodrigue étant petite, mais à l'abolition les gens se sont dispersés un peu à travers Rodrigue
Ils ont pris des terres, ils ont construit des huttes auprès des ruisseaux, ils sont installés un peu au bord des mers, ils ont pêché pour vivre. Ce qui explique que maintenant, quelqu'un qui est allé s'installer le plus loin possible d'un autre pour pouvoir s'adonner à l'élevage, pour des pâturages, et puis il a eu des enfants, donc qui a planté sa maison, leur maison un peu autour de la sienne. Voilà pourquoi Rodrigue, maintenant, vous avez presque pas de village avec des rues comme si mesurées, compactes et tout ça, mais des maisons disséminées, plantées un peu partout, faisant face à toutes les directions. Donc, l'esclave à Rodrigue était libre. Il venait travailler chez son soi-disant propriétaire et il était rémunéré, soit en argent, ou bien il recevait une ration régulièrement. Je crois que là, à part ceux qui sont connus, qui sont venus, comme moi, Gontran, de Ferdinand Gontran, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas retracer leurs ancêtres. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas de nom d'esclaves, comme les esclaves étaient appelés par leurs maîtres, à Maurice, comme le Vental, l'Enclume, l'Effronté. On voit ça beaucoup, de noms comme ça à Maurice. Mais ici, nous n'avons pas ces noms-là. Pas du tout. Ce qui veut dire que peut-être les gens ont adopté d'autres noms, ou bien l'influence de l'Église les a forcés à trouver un autre nom, mais c'était surtout des noms français, ce sont surtout des noms français, même les surnoms. Parce qu'autrefois, le prêche se faisait en français. Même la langue créole, peut-être parce que le père, le curé, les prêtres ne connaissaient pas le créole, même s'ils savaient, mais ils prêchaient en français. Et par la force des choses, les gens comprenaient à force d'entendre beaucoup de choses, comme les publications de mariage, les annonces de messes, tout ça. Cela aidait un peu quand même les gens à connaître un peu le français. Mais on ne sait pas trop comment le père faisait à la confession, parce que les gens ne pouvaient pas parler français s'ils comprenaient un peu ce que le prêtre disait. Je crois que le prêtre aussi comprenait ce qu'il disait en confession en créole. À Maurice, commençait à s'élever une certaine mouvance abolitionniste. Donc, il y avait parmi la classe, les colons de Maurice, certaines personnes qui étaient considérées inférieures parce qu'ils ne possédaient que quelques hectares ou bien arpents de terrain, et ils n'avaient que 5 ou 6 esclaves. Donc, ces gens-là ne pouvaient pas subsister dans la société plantocratique mauricienne. Donc, il préférait donc se tourner vers Rodrigue. Mais qu'est-ce qui était arrivé à Rodrigue à ce moment? C'est que entre 1803 et 1815, la plupart des colons qui étaient venus étaient déjà repartis. Il ne restait que Maragon. Et Maragon a hérité tous les esclaves, ce qui fait que en 1815, il y avait 66 esclaves dans l'île et ils appartenaient tous à Philibert Maragon. C'est pourquoi on peut constater que toutes les terres des Hauts de Rodrigue, toutes les terres privées, je dirais, sont possédées par la population, dite population noire. Pourquoi? C'est que quand le colon décide de partir, il possède 6 ou 7 esclaves. Normalement, ces terres sont partagées parmi les esclaves. Donc, les esclaves, les anciens esclaves, deviennent automatiquement propriétaires terriens. Or, quand les gens qui viennent de Maurice, qui sont eux déjà métissés, un peu au teint clair, qui arrivent, il n'y a pratiquement pas de terrain cultivable pour eux. C'est pourquoi on peut constater que toute la population au teint clair de Rodrigue, parce qu'il n'y a pas de population blanche à Rodrigue, toute la population au teint clair se trouve principalement sur le littoral, c'est-à-dire de la région du nord, du nord-est, jusqu'à le nord-ouest, et une partie dans le sud-ouest, dans la région de Rivière-Coco et Île-Michel. Et ce sont des personnes qui sont des descendants principalement des Bretons. Et il y a comme par exemple les Itiers, il y a les Le Goff, il y a les Raffaux, il y a les Roustis, il y a les Béguets. Donc ces gens-là sont des gens qui descendent des Bretons et qui sont principalement des gens de la mer. Ce sont certainement ces descendants des Bretons qui ont importé le tambour ravane,
qui donna naissance au Sega tambour. Cette percussion ayant intégré les rythmes africains fut considérée comme satanique par l'Église fut une époque. Histoire. Il y a une histoire un peu curieuse à propos du diatonique, qui est arrivé ici bien après le tambour, qui, selon nous, n'est pas du tout un tambour africain, mais celte. On ne sait pas trop qui est le premier qui l'avait amené ici, mais ce qui est certain, c'est que ce sont peut-être les descendants des esclaves qui lui avaient donné son rimt, accompagné des chants pour organiser des soirées d'autrefois. Comme l'accordéon diatonique, lui, était accepté par le clergé. Mais le tambour, lui, était banni pour ainsi dire. Mais le tambour, lui, assurait un peu les balles du samedi soir, Sega tambour, avec les compositions. Il fallait trouver des chants pour accompagner un peu ce Sega. Donc voilà pourquoi il y a eu des compositions, des gens qui composaient les autres, comme on les appelait, qui mettaient de haut leur travers, leur souffrance et tout, ce que vous voulez, les travers des femmes un peu aux mœurs légères, les hommes qui allaient, c'était tout ça qu'on composait pour le Sega du samedi soir, auquel assistaient beaucoup d'hommes mariés qui délaissaient leurs femmes et progénitures pour aller à ce Sega pour passer un peu de bon temps. Et le lendemain, n'allait pas à la messe. Voilà pourquoi c'était très décrié par les curés d'Allo, qui étaient européens, qui vouaient les adeptes au feu de l'enfer, parce que c'était un instrument satanique du démon qui empêchait les chrétiens de faire leur devoir religieux le dimanche, parce qu'il a inventé cet instrument justement pour ça. Comme les gens étaient foncièrement religieux, parce que tous catholiques, on avait peur de tout ce que le Père disait, de sorte que malgré tout, il y a eu certains adeptes qui ont pratiqué le Sega tambour, mais un peu très loin de l'Église. Et il y a une certaine société un peu dans le littoral nord, au littoral nord, qui regardait ça aussi un peu d'en haut. Les gens qui pratiquaient le Sega tambour, c'était un peu des gens de dernière classe, si vous voulez. Finalement, il y a eu ce mariage du tambour et de l'accordéon. Et maintenant, c'est chose courante que le tambour s'est enfin rencontré un partenaire naturel à l'accordéon. L'accordéon diatonique a quand même une histoire. Nous avons pu préserver cet accordéon soit par notre pauvreté, lorsque le chromatique a fait son apparition dans les années 40, pendant la guerre, personne n'a pu en acheter. Mais comme il y avait toujours des diatoniques qu'on achetait de Maurice, alors cela faisait l'affaire. Et comme Rodrigue était aussi un peu en retard par rapport aux deux autres, donc le cortège nuptial n'était pas assuré par un convoi motorisé, mais bien par la marche. Donc il fallait un instrument pour jouer de la musique, pour endurer un peu cette longue marche, parfois de plusieurs kilomètres. Donc c'était l'accordéon diatonique qui était l'instrument le plus approprié pour cela.
L'accordéon a le mérite au moins des gens qui jouent, ils se souviennent des airs de leur jeunesse, ils jouent, les autres entendent, ils copient, ils font un peu la même chose, sans partition naturellement. Ce qui a pour effet, en fin de compte, qu'un air à l'origine ici était comme ça, au bout du train là-bas, c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, Rodrigue s'est organisé pour que perdure le Sega Tambour. Marlin Augustin, musicien emblématique de l'île, en est un des ardents défenseurs. Rodrigue, l'accordéon, c'est une île d'accordéon, pas notre peuplement même, d'origine européenne et africaine. Pour sauvegarder notre héritage culturel, donc nous avons formé une association des accordéonistes. On a fait des stages de réparation, accordage d'accordéon. Et on est allé un petit peu plus loin. On a essayé de construire, de fabriquer un accordéon de l'île Rodrigue. Donc avec le bois rodriguais, avec la résonance de chez nous. On a fait un premier accordéon en avril 2004 qui s'appelle Bila et voilà qui est là. Si je peux me permettre de dire qu'à Rodrigue, cette culture est ancrée dans les gens, dans les veines des gens. C'est héréditaire, de famille en famille. Pour que l'accordéon rodriguais ait son identité propre, un centre de formation et de fabrication ainsi qu'une école de musique ont été créés. Traditionnellement, l'accordéon, on se joue assez longtemps quand même, mais à l'époque, on achetait des accordéons qui viennent de l'Europe, d'Europe. Donc à ce moment-là, on a eu quand même pas mal de problèmes au niveau de Parfois, il y a des accordéons qui sont cassés, tout ça. Donc, d'où l'idée avec l'Alliance française, tout ça, qu'ils sont venus après pour... ils ont financé un stage par deux Français qui étaient venus pour la réparation des accordéons chez nous. Donc c'est avec eux, c'est Philippe Imbert et Pierrot Cassé, donc, et aussi Marlin Augustin, l'accordéoniste rodriguais, qui a eu l'idée de fabriquer l'accordéon de Rodrigue ou l'accordéon de l'océan Indien, qu'on avait parlé aussi. Et le petit touche spécial qu'on a fabriqué ici, nous, donc c'est au niveau de design, donc c'est-à-dire les 10 accordéons qu'on va mettre sur le marché très bientôt. Donc il y a le bois même pour commencer, le type de le bois qu'on a ici localement, et aussi le design, c'est-à-dire le modèle. Donc quoi qu'on avait copié un petit peu, si vous voulez, d'un modèle italien, mais quand même tout ce qui est à l'intérieur c'est pareil, mais de l'extérieur on a mis un petit touche rodriguais comme si au niveau de design, au niveau des dessins, des formes, tout ça, ce qu'ils trouvent de l'extérieur. Le premier prototype qu'on avait fait, donc c'est avec un bois local, c'est un acajou. Donc, et puis deuxième volet, on avait fait avec du cyprès. C'est un bois assez léger quand même. Donc, et puis aussi la dernière 5 que j'avais construit, donc c'est avec du cyprès toujours, et aussi le tecoma. Donc c'est un bois assez léger quand même, et aussi un bois blanc. Donc juste pour changer un petit peu de couleur aussi. Et aussi il y a le Vitec. Hein, c'est un bois aussi assez blanc quand même, donc assez léger aussi quand même. Au niveau du son, donc peut-être moi en tant que fabricant oui, mais quand même je ne suis pas musicien, ce qui est dommage d'ailleurs. Les musiciens, les accordéonistes m'ont dit que même le spécialiste français là, qui était là, donc il me disait que le prototype Bella qu'on avait fait, qu'on avait construit, c'est vraiment au niveau du son, c'est vraiment très bonne qualité quand même. Vers l'année 2001,
J'ai essayé de créer une association des accordéonistes et aussi une école d'accordéon. L'école d'accordéon, vu que nos accordéonistes sont des vieux, donc on a essayé de commencer à former des jeunes. Il y a une vingtaine qui sont élus quand même. Une vingtaine d'accordéonistes, nouveaux accordéonistes qu'on a eu à Rodrigue depuis qu'on a formé cette école d'accordéon. Tu joues sur la soupape, ok? Tu joues les passes à l'intérieur, voilà. Et tu bloques le côté droit, comme d'habitude. Tu bloques ici et tu tires de ce côté-là. Et c'est ça, il faut que tu aies ta main sur la soupape pour que ça s'ouvre. Voilà. Ok? Ok, mon ami? Parce que sinon, tu restes comme ça, tu ne peux pas jouer. Maintenant, on est en bonne voie, mais on a vu aussi que par rapport à l'héritage culturel, il y a un risque que cela se disparaît un de ces jours. Et on a formé une association des accordéonistes de l'île Rodrigue pour sauvegarder cet héritage toujours. Donc, on a essayé de réparer tous les vieux instruments, mettre les instruments en état. Et que voilà, maintenant, on a des accordéons qui sont en état, qu'on peut jouer une dizaine d'accordéons, une vingtaine d'accordéons en même temps parce que c'est accordé. Les accordéonistes qui jouent à l'accordéon, aujourd'hui, avant, il n'y avait pas d'école d'accordéon, mais c'était dans leur environnement immédiat. Il y avait des accordéonistes, des pères en fils. Moi, dans ma famille, il y avait mon grand-père, mon père, les tantes, les oncles qui jouaient. Donc, c'était ça qui a été transmis par la famille. Et voilà.